Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, un cadavre humain en état de putréfaction découvert à Kambousouf, à Diourbel. Cette énième découverte macabre inquiète fortement les populations, vous le verrez. À la une également, l'étape Kaolack de la tournée économique de Macky Sall. Des agriculteurs du bassin arachidier désavouent le Sénat. Il demande au président de la République de fixer lui-même le prix de l'arachide. On vous explique tout. Et puis, culture, 3e édition du festival du film coréen au Sénégal. Objectif, une compréhension mutuelle dans le domaine du 7e art. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Découverte macabre à Kambousouf, à Diourbel, dans la commune de Diourbel. Un corps sans vie d'un sexagénaire a été découvert dans ce grand bassin naturel. Une énième découverte qui inquiète le président de la Fédération maraîcher de Diourbel. Le voici avec notre équipe. 5e personne qui vient d'être noyée dans le périmètre de Kambousouf, dans le bassin de Kambousouf. Donc nous disons encore, nous lançons un appel pressant vraiment à l'État, aux autorités locales, vraiment de venir intervenir au niveau de Kambousouf. Parce que hormis même les cas de noyade, aujourd'hui les reptiles, les boas et consorts arrivent à manger les canards, les poulets, ainsi de suite. Donc c'est un appel pressant que nous lançons à l'État, aux collectivités locales pour vraiment venir et prendre le dossier du Kambousouf, qui est un dossier très important. Voilà là où on pose le problème de l'emploi des jeunes. Avec le Kambousouf, on pourrait au moins employer 300 à 400 jeunes pour la pisciculture, le maraîchage, l'arboriculture, le tourisme et d'autres emplois secondaires, le marché de poissons de Kambousouf peut-être. Retour sur la mort d'un Baïfal à Tcheifali, un mort et 5 personnes placées sous mandat de dépôt, 8 qui ont fait l'objet d'un retour de parquet. C'est le bilan des affrontements qui ont eu lieu dans la nuit du mardi 8 novembre au 9 novembre dans la localité de Tcheifali. Les Baïfal, vous le savez, à qui le Khalife général des Mourides a confié la mission de veiller au respect de ces interdictions dans la ville de Touba, a été impliqué dans une opération à Tcheifali. Le mis en cause a riposté et la bataille s'est généralisée. À la suite de cela, de nombreuses questions ont été soulevées sur la mission de sécurisation confiée au Baïfal. Le point avec Abdoulaye Diop. Moustapha Niang a perdu la vie lors des affrontements à Touba entre les habitants de Tcheifali et les Baïfal. Ces derniers menaient une opération pour arrêter un habitant du village soupçonné de détenir des produits prohibés. Amadouka relate le déroulement des faits. Certains disent que c'est une intrusion de moutons, d'autres prétendent que c'est du chanvre indien. Selon lui, la bagarre a dégénéré lorsque les Baïfal ont demandé du renfort pour faire face à la riposte des populations de Tcheifali. Lorsqu'ils ont commencé à tirer, nous avons décidé de riposter. Nous étions dos au mur, les Baïfal étaient présents partout. Et heureusement que la gendarmerie est intervenue. Suite à cet incident, des doutes ont émergé concernant la responsabilité confiée au Baïfal par le Khalife général des Mourides. Le porte-parole du Khalife général des Baïfal, Serigne Dame Soda Fall, nie les versions qui ont été racontées. Notre équipe a effectué une descente pour traiter une affaire liée à un produit prohibé. Après vérification, nous avons trouvé le produit sur place, confirmant les preuves collectées par une première équipe
qui s'étaient déplacés là-bas avant. C'est le ben groupe d'intervention tànn heure boobu ngir dem fa pour ñooñee di ko def ñu jël leen indi leen kër Maam Cheikh. Pour mener l'intervention, un groupe a choisi d'agir la nuit pour arrêter le suspect et prévenir toute récidive. Lors de l'arrestation, d'autres ont résisté et ont sorti des armes. Alors que certains suggèrent que les Baye Fall devraient suivre une formation préalable avant d'accomplir leur mission, le porte-parole affirme qu'ils se conforment simplement aux directives du khalife des Mourides. Le khalife général nous a fait confiance en nous confiant cette mission. Concernant les formations, nous ne sommes pas comparables aux forces de l'ordre, car nous sommes des Baye Fall. Certains peuvent en douter, mais ce qui importe pour nous, ce sont les ndigal du khalife général et ses prières. Ainsi, les Baye Fall s'activent pour que les habitants de Touba suivent les commandements du khalife général des Mourides. Merci Abdoulaye. Le bracelet électronique, est-ce que ça marche et comment ça marche? Un an après l'inauguration du centre de surveillance électronique, 287 contrevenants ont vu le bracelet électronique accroché à leur cheville. Un seul a tenté de s'en débarrasser. Immersion au centre Cheikh Diop et Alioune Diagne. Il y a un an, jour pour jour, le ministère de la Justice lançait le premier centre de surveillance électronique en Afrique de l'Ouest. C'était le 15 novembre 2022. Les personnes ayant échappé à la prison, mais placées sous bracelet électronique, sont surveillées à partir de cet endroit. Plus de 200 personnes ont bénéficié des bracelets électroniques et ils sont dans 8 régions du pays. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 287 personnes qui ont porté le bracelet, en tout cas qui ont apporté le bracelet au total. Et parmi ces 287, il y a 41 déposes. Ça veut dire des personnes qui avaient bénéficié du placement sous surveillance électronique et pour qui la mesure a pris fin ou que le juge a décidé d'ordonner la mainlevée de la mesure. Et depuis lors, il n'y a qu'un seul contrevenant qui a choisi tout bonnement de se débarrasser de son bracelet électronique. Il arrive momentanément, mais pas pour longtemps, qu'on perde de vue quelqu'un. C'est comme le téléphone portable avec lequel on perd parfois le réseau. Mais si cela risque de durer, les agents qui sont au niveau du centre appellent la personne pour l'informer. Si c'est quelqu'un qui n'avait pas chargé son bracelet, on l'interpelle pour que le chargement soit effectué. Mais il est rare qu'on perde de vue une personne pendant un long moment. S'il y a des tentatives de saboter ou d'attaquer le matériel ou de détériorer, là, il y a une alerte. Pour porter ces bracelets électroniques, il faut des préalables. Comme si bouger, puis des mouvements de sonore. Pour les personnes qui sont inculpées, le premier critère qu'on appelle le critère lié à la pénalité, c'est qu'il faudrait que la peine encourue par rapport à l'infraction pour laquelle la personne est inculpée, que la peine encourue soit supérieure à 3 ans. Il y a la dernière catégorie, c'est les personnes qui purgeaient une peine d'emprisonnement, une peine privative de liberté. Il faudrait qu'il leur reste maximum 1 an et minimum 6 mois. Pour ces personnes, il appartient au juge de l'application des peines de décider de le placement sous surveillance électronique. Il y a une autre catégorie également qu'on peut ajouter qui déroge à ces principes ou à ces critères liés à la pénalité. Ce sont les personnes qui sont malades, les personnes qui sont âgées. Il y a des limites, notamment des personnes qui sont poursuivies pour détournement de deniers publics ou délits douaniers. Il y a une obligation de rembourser les montants pour lesquels ces personnes sont poursuivies ou de cautionner ces montants-là. Maintenant, lorsque le juge veut prendre la décision de placer quelqu'un sous surveillance électronique, il faut effectivement au préalable procéder à des enquêtes qui sont confiées aux agents du comité aux agents des comités de suivi en milieu ouvert. Ici, c'est le lieu de stockage des bracelets. 1000 bracelets au total. Et il existe 4 types. Nous avons bracelet S, bracelet M, bracelet L et bracelet XL. Donc, un confort qui permet aux contrevenants
de pouvoir bouger, mouver sans souci. Nous avons aussi un power bank qui est là pour pouvoir charger le bracelet. Et là, c'est une clé d'ouverture. Donc, c'est ces matériels qui sont au niveau du magasin. Nous sommes à la salle de surveillance. 15 agents de contrôle répartis en 3 équipes. Ils fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est à partir de ces icônes qu'on connaît le déplacement des assiégés. C'est à partir de là qu'on surveille tous les mouvements des détenus, de ceux qui sont placés à résidence surveillée. Donc si la personne essaie de sortir de sa zone, on a des alarmes qui nous indiquent que cette personne viole les obligations qui lui sont imposées. Si aussi il essaie d'enlever le bracelet ou de s'évader, on reçoit des alarmes qui nous indiquent que cette personne essaie donc de s'évader. Donc il y a les alarmes qui nous indiquent que la personne est en train de violer les obligations qui lui sont imposées. Donc on voit tous les mouvements des détenus qui sont placés à résidence surveillée au niveau de la plateforme. La surveillance électronique est un mode de surveillance ainsi qu'une peine alternative à la prison. Une manière aussi de lutter contre les longues détentions au Sénégal. Merci beaucoup, cher Dieu, pour ce très bon reportage. Les ex-employés du club Al-Jana de Nianing ont tenu un point de presse pour exiger à la direction de l'hôtel le versement à l'IPRES de leur cotisation de retraite depuis 2007. Ils n'ont jamais reçu de pension et la direction fermée a fait la sourde oreille selon ces travailleurs. Le point avec Daimati Dieng. C'est à la limite un abus de confiance, dénoncent ces ex-employés du club Al-Jana qui depuis 2007 réclament leur dû. Aujourd'hui, ils se sont rassemblés à la porte de l'hôtel fermé depuis plusieurs années. On nous a donné des indemnités, mais les cotisations de l'IPRES depuis 2007 n'ont pas été reversées. Ceci présente aujourd'hui un manquement important sur ceux qui ont déjà acquis leur retraite. Et ce sera la même chose pour ceux qui sont sur la route. C'est une forfaiture qu'ils disent dénoncer pour la énième fois. Le chef de l'État est interpellé. Nous sommes fatigués avec nos familles, des enfants qui ne peuvent plus étudier. Et nous avons même d'ailleurs des pères de famille décédés qui sont partis. Et dans leur famille, nous rencontrent dans les rues et nous posent des questions. Et ça, c'est la énième fois. Et nous voulons vraiment aujourd'hui que ces gens-là puissent faire tous les grands efforts pour nous faire parvenir à nos droits. Biran Faye, représentant du chef de village de Nianing pour sa part, attire l'attention sur la fermeture des hôtels dans le village. Il signale que beaucoup de jeunes tentent l'immigration irrégulière. Ils sont partis, d'autres sont arrivés, mais d'autres sont restés au fond de la mer. Et tout cela, vraiment, nous supplions, je dis bien nous supplions à l'État, vraiment de faire, apporter un effort pour vraiment la réouverture du club. Parce que cela nous ferait réconforter. Ces personnes âgées, ex-employés du club Al-Jana, se veulent clairs. Jamais ils ne vont lâcher prise s'ils ne sont pas payés. Parlons consommation à présent. En 2019, le ministère du Commerce avait pris un arrêté pour interdire la vente de pain dans les boutiques. Mais 3 ans après, la mesure, vous allez le voir, n'est pas du tout respectée. Boutiquiers et clients se prononcent sur ce non-respect étonnant. Reportage d'Issa Prera à Djidda Thiaroye Kao. Djidda Thiaroye Kao dans la banlieue de Dakar. Ici comme ailleurs, le pain est un produit de consommation courante. Et pour en acheter, il suffit juste de faire un tour chez le boutiquier du quartier. Pourtant, en 2019, une mesure avait été prise pour interdire la vente du pain dans les boutiques. Une décision qui, aujourd'hui, est loin d'être respectée. Et pour les boutiquiers, la raison est toute simple. Il arrive que tard dans la nuit que les clients veulent acheter du pain alors que les boulangeries sont fermées. C'est pourquoi alors ils se rabattent sur nous les boutiquiers. Mais la question de l'hygiène, il faut la relativiser. Quant aux clients, ils sont unanimes. Ce n'est pas hygiénique d'acheter ou de vendre du pain dans les boutiques. Mais ici, à Djidda Thiaroye Kao, comme ailleurs, les kiosques n'existent plus.
Chacun avec son commerce. On ne peut pas vendre des savons, du charbon et d'autres produits et puis vendre du pain en même temps. Il faut des kiosques et une vente réglementée. Ce n'est pas normal de vendre du pain associé à d'autres produits. Et l'État doit prendre des mesures, mais aussi assurer le suivi de ces mesures. Si on interdit aux boutiquiers, il faut aussi que les boulangers prennent leurs responsabilités et assurent l'hygiène, qu'ils exposent le produit dans de très bonnes conditions. Si la mesure d'interdiction de vente de pain dans les boutiques par le ministère du Commerce a été tant bien que mal respectée au début, aujourd'hui, l'activité a repris de plus belle et loin des normes d'hygiène appropriées. Merci Dissa. Dans le cadre de la promotion de la protection sociale, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a reçu une mission de benchmarking de la République islamique de Mauritanie. L'objectif de cette rencontre est de permettre à cette République sœur de s'inspirer du système de coordination de la protection sociale au Sénégal. Compte rendu, Fatou Bintou Conté. États de peuples qui partagent les mêmes réalités, les mêmes cultures et les mêmes modes de vie, le Sénégal et la Mauritanie. Nous pensons que le Sénégal et la Mauritanie constituent deux côtés du fleuve Sénégal qui partagent les habitudes, les traditions et les populations même. Et donc, par conséquent, je pense que l'expérience du Sénégal peut être transposée sans grande difficulté à notre environnement en Mauritanie. D'où la présence d'une délégation mauritanienne pour venir s'inspirer du système sénégalais de protection sociale. L'expérience pour s'inspirer de l'expérience du Sénégal qui nous semble être parmi les meilleures expériences et les plus avancées dans la sous-région. Et donc nous sommes venus pour assister pendant 5 jours aux exposés des différents intervenants dans ce domaine qui est la protection sociale. Meilleure formule pour les aider et de les convier à une réunion du comité technique où des expériences seront partagées. Nous avons trouvé, je pense, la meilleure formule, c'est de les convier à une réunion du comité technique. Vous savez, la stratégie nationale de protection sociale du Sénégal est suivie par le comité technique. C'est un comité technique, d'ailleurs on l'appelle comité de technique de suivi de la stratégie nationale de protection sociale. Et ce sera l'occasion d'échanger. Échange d'expérience pour les deux pays qui leur permettra certainement d'aider au mieux leur population. Venons-en à la tournée économique du président Macky Sall à Kaolack. La réserve de 150 hectares sera restituée à l'université El Hadj Ibrahim Niass de Kaolack, annonce faite par le président Macky Sall à l'étape Kaolack de sa tournée économique. Le chef de l'État se félicite aussi de l'état d'avancement des travaux de l'université. Le voici avec notre équipe à Kaolack. Étudiants, je suis très heureux de visiter aujourd'hui ce chantier presque achevé de l'USEN, le campus de Kaolack. Nous aurons à réceptionner définitivement ces travaux et à inaugurer dans 3 mois. Déjà, cette université a ses lettres de noblesse, quoique elle a entamé ses premiers enseignements dans des locaux d'emprunt, mais dans quelques mois, tout sera en place. Il faudra aussi construire les pavillons d'hébergement des étudiants. Cela viendra après. Il y a 1000 lits déjà en construction, donc presque achevés. Donc vraiment, vous serez dans les conditions, d'ici quelques mois, de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Mais alors, éviter les grèves inutiles. Vous savez, la vie étudiantine est une vie courte que nous allons restituer à la collectivité. Une partie, la moitié des terrains qui ont été préparés pour cette université, elle va dans ce campus, on restera sur 200 hectares. 150 hectares, et les 150 seront restitués à la communauté. Mais alors, on va voir l'affectation. Il ne s'agit pas de vous redonner pour que ce soit des lotissements, etc. Il faut qu'on voit bien l'usage qui en sera fait. Et aussi à Fatick et à Kaffrine, on fera de même. Nous avons été prévenant, mais on a quand même trop réservé. Il faut restituer à la communauté une partie de ce qu'elle nous avait.
Dans le bassin arachidier, les agriculteurs ont désavoué le CNIAM, le Comité national interprofessionnel de l'arachide. Ils demandent au chef de l'État Macky Sall de fixer lui-même le prix de l'arachide lors de cette campagne de commercialisation. Ousmane Dem. La campagne de commercialisation arachidière démarre dans quelques jours. Mais jusqu'à présent, le prix du kilogramme d'arachide n'est toujours pas connu. Nous ne comprenons pas ce retard. Le prix du kilogramme d'arachide devrait être fixé depuis longtemps. Si vous voyez que ces femmes-là vendent leurs semences dans les loumas, c'est parce que le prix de l'arachide n'est pas encore fixé. On n'a pas encore vendu nos arachides. Et c'est dur. Et nous vivons avec ça. De l'avis du mouvement Arsounou Mohamel, le Seigneur a failli à sa mission. Le Seigneur n'a plus sa raison d'être. Ses membres sont dépassés par la réalité du terrain. Gros producteurs, transporteurs. Ces agriculteurs attendent du président Macky Sall des décisions majeures concernant surtout le prix du kilogramme d'arachide. Nous demandons au président Macky Sall de nous fixer le prix du kilogramme d'arachide. On ne veut plus d'intermédiaires. L'autre préoccupation du monde rural est relative au conflit entre agriculteurs et éleveurs. Et la première chose que je vais lui dire, c'est d'organiser les assises de l'agriculture et du foncier dans ce pays-là. Ça va nous permettre de régler une bonne fois pour toutes le problème du foncier et de l'agriculture dans ce pays, surtout dans le bassin arachidier. Nous avons beaucoup de problèmes avec le monde rural. Nous n'avons pas de semoirs, nous n'avons pas de houssines, ni de tracteurs, ni de batteuses. Ces acteurs agricoles espèrent que leurs doléances seront bien entendues par le président Macky Sall. Merci Ousmane. Parlons culture à présent, de cinéma avec la 3e édition du Festival du film coréen au Sénégal, un événement organisé à Dakar. Et cette année, les longs métrages Innocent Witness et Hitman Agent Hun étaient au programme. Objectif visé à travers ce festival est de favoriser une compréhension mutuelle dans le domaine du 7e art. Ibou Diouf. Le Festival du film coréen au Sénégal demeure un rendez-vous pour le public sénégalais. Cette année, 2 longs métrages ont été proposés aux cinéphiles, à savoir Innocent Witness du célèbre réalisateur Lian, sorti en 2019, et Hitman Agent Hun. Parce qu'effectivement, c'est le 3e film festival du film coréen. C'est le 3e. Parce que on souhaite que les 2 pays se faire comprendre mieux entre les 2 pays. Ouais, c'est pour ça qu'on organise le 3e festival du film cette année, suite aux 2 années dernières. Normalement, notamment, les 2 films, ils étaient beaucoup populaires en Corée, avec Grand Succès. C'est pour ça qu'on a choisi les 2 films. Et les 2 films montrent bien la société coréenne. Ouais. Et on pensait que les 2 pays, on a beaucoup en commun. C'est pour ça qu'on a choisi les 2 films pour cette année. Ouais. Et spécialement le 2e film, ça permet stimuler l'imagination aux Sénégalais. C'est pour ça qu'on a choisi le 2e film et les 2 films coréens. C'est la 3e fois que se tient à Dakar le Festival du film coréen, une initiative de la Corée qui vise à promouvoir une compréhension mutuelle entre Sud-Coréens et Sénégalais. Ouais, bon, ça m'inspire tout d'abord la culture sud-coréenne, parce que c'est des pays, dès qu'il y a une production de films, ils vont tout faire pour essayer de nous parler de leur culture, leur façon de vivre, leur mode de vie. Donc tu vois, les valeurs surtout à préserver, c'est comme le Sénégal, parce qu'aujourd'hui, quand il y a un film sénégalais, automatiquement tu verras nos valeurs, tu verras les cultures, tu verras notre mode de vie. Donc c'est pareil avec les Sud-Coréens, quoi. En tout cas, le message que j'ai le plus retenu, c'est que la différence n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est une force. Et que voilà, même si tu es différent, ça ne veut pas dire que tu n'es pas bien, que tu es inférieur à une personne. Tu as juste ta propre manière de communiquer ou de penser les choses. Le public était constitué en majorité d'élèves et d'étudiants. Ils ont une idée du cinéma coréen qui est très dynamique
est l'un des rares cinémas à concurrencer sur son propre sol le cinéma américain. Diverses écoles cohabitent des films classiques qui se fondent sur les traditions et la culture coréenne. Merci Ibou. Et puis dans l'actualité sportive, le forfait général de Génération Foot et Djambar de Saly est presque acté selon le président de la Fédération sénégalaise de football. Maître Augustin Senghor affirme qu'ils ont fait un refus de jouer. Nous l'écoutons avec Cher Sadibou Diarra. Ils ont simplement écrit pour dire nous ne jouons pas. C'est un refus de jouer. Ce n'est même pas des forfaits au sens propre du terme. Le forfait général est presque consommé. Si nous, on revient en arrière sous la pression de deux clubs et que derrière, les 12 autres clubs de la Ligue professionnelle disent nous, on n'ira pas jouer ni à Djambar, ni à... Qu'est-ce qu'on va faire encore? On va reculer encore. Ils risquent l'exclusion. Pas de la faute de la Fédération ou de la Ligue professionnelle, mais de par leur faute délibérée. Parce qu'ils ont décidé, ils ont pris la mauvaise option de ne pas jouer. Ils auraient pu jouer, faire d'abord... Ils avaient la possibilité de saisir par d'un recours gracieux le comité exécutif. Parce qu'un président de fédération, des gens m'appellent en disant monsieur, vous êtes le président. On n'est pas, quand ça arrange les gens au Sénégal, on revient à la royauté qui n'existe plus. Moi, Augustin Senghor, président de la fédération, je ne peux pas revenir sur un texte qui a été adopté par mon COMEX. De Génération Foot ne l'ont pas dit. Le jour où ils font le deuxième forfait, c'est la première fois qu'ils m'écrivent en tant que président de fédération pour dire ce que nous souhaitons, c'est que vous différiez cette mesure. Je disais aux gens, il faut éviter d'atteindre le point de non-retour parce que ça devient l'affaire des commissions juridictionnelles indépendantes dont nous sommes dotés. On ne peut pas créer des commissions juridictionnelles et marcher sur le plate-bande, sur leurs compétences. Le programme international de management du sport dispensé dans 9 universités dont l'UCAD via l'UNCEPS a sorti sa 17e promotion au cours de la cérémonie de remise de diplôme. Les récipiendaires ont été appelés à une perpétuelle remise à niveau et à participer au professionnalisme gagnant du sport africain. Mamadou Fall. Un management de plus en plus professionnel du sport africain, c'est l'aspiration des diplômés de la 17e promotion. L'enthousiasme ne fait aucun doute. Notre promotion est composée d'athlètes en activité, d'anciens sportifs et de passionnés du sport. Nous avons donc toutes les bases pour exceller. En faisant le choix du prestigieux programme international de management du sport exclusif à 19 universités dans le monde, nous venions acquérir les outils pour améliorer nos process au quotidien. Des spécialistes en management du sport appelés à être perpétuellement en phase. L'exercice professionnel nécessite un effort permanent d'information et d'innovation, d'où l'importance pour tout professionnel de poursuivre sa propre formation pour consolider, améliorer, enrichir ses acquis. Votre profession vous place au cœur de l'entreprise sportive et vous serez appelé à vous occuper de marketing, de sponsoring, de contrats, de communication, d'organisation d'événements, en un mot, de tout pour que la réussite soit au rendez-vous. C'est à ce titre que vous devez jouer un rôle déterminant dans le développement du sport de l'Afrique et de notre cher Sénégal, en professionnalisant le maximum possible le secteur. Les mêmes attentes et injections sont les mots du parrain de la promotion, Madi Touré. Ayez toujours à l'esprit que la grandeur de l'ambition, la petitesse des moyens et l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme. Ce qu'il faut d'abord croire en ses propres capacités, travailler dur, s'entourer des meilleures compétences, faire face à toutes les adversités et ne jamais dormir sur les lauriers. Cette 17e promotion du programme international de management du sport est donc dopée pour son rôle dans le rayonnement futur de l'Afrique sportive. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, Soir d'Info, la suite avec Pape Blaider et son invité Ali Sileiman Ly. Et puis un peu plus tard sur TFM, votre émission Faram Fatih Papangandiaï va recevoir le ministre Mame Mbaye Niang. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Tout de suite, Pape Blaider.